C'est bon, ça marche. Ok. Alors, merci bien. Alors, du coup, merci à tous ceux qui participent à cette présentation déjà. Alors, on va vous présenter ici donc une étude qu'on a menée avec Evesa, qui sont les éclairagistes de Paris, sur un square parisien, donc vraiment intramuros. Qu'on va vous présenter ici. Alors c'est un peu moins un cadre idyllique que ce qu'a présenté Raphaël Colombo juste avant, mais c'est tout aussi intéressant. Euh, Au sommaire, on va vous présenter un petit peu le contexte, le square René Le Gall, le protocole de l'étude, qui est relativement pas complexe, mais on va dire on a testé trois protocoles en fait, les chauves-souris qu'on a identifiés, et puis des résultats sur trois des quatre protocoles qu'on a appliqués. Et là, on va vous présenter les résultats uniquement pour les pipistrelles parce qu'on a eu quelques contacts de sérotules aussi, mais qui sont, on va dire, les résultats sont très marginaux par rapport aux pipistrelles. Donc là, on va vous présenter uniquement les pipistrelles. Je ferai juste une petite parenthèse à la fin en bilan pour parler des sérotules, mais sans trop m'étendre dessus. Du coup, pour le contexte, je vais laisser la parole à Laureline Germain de l'ESA. Bonjour à tous. Donc au niveau du contexte, en fait, on a, au niveau de Paris, dans les parcs et jardins parisiens, on a une vétusté quand même du parc, d'éclairage public avec essentiellement, des grosses boules avec une ULOR, très, très, très mauvaise, environ 40 et des lampes encore à mercure et à sodium à haute pression. Donc en fait, dans ce contexte-là, il y a, un plan de rénovation, qui était prévu avec surtout une orientation quand même de diminution des consommations d'énergie, essentiellement, de limiter les nuisances lumineuses et aussi de changer les régimes de ces différents parcs et jardins qu'on pouvait avoir. Parce que par exemple, en temps de canicule, eh ben, ils ouvrent les parcs et jardins, alors qu'il y en avait qui n'étaient pas ouverts. Ou certains qui sont complètement clos et qu'on ferme complètement, peut-être de les éteindre complètement. Donc de changer ces régimes d'éclairage et de définir aussi un niveau d'éclairement suffisant pour pouvoir se déplacer dans ces parcs et jardins. Donc dans tout ce contexte-là, en fait, on se posait beaucoup de questions sur les nouvelles technologies, les LED, la détection de présence et des choses comme ça. Donc en fait, on a voulu voir quel impact ça pouvait avoir en fait sur l'écosystème. Et donc, on a choisi le square René Le Gall, qui est dans le 13e arrondissement, qui est un square assez typique des parcs parisiens. Alors bon, déjà, il est assez grand, mais pas non plus, pas trop grand, mais pas non plus trop petit. Il avait un peu de tout, des haies, du bois, et aussi des zones de jeu pour les enfants, des aires de jeu, des choses comme ça, parcours sportifs et tout, ce qu'on peut retrouver aussi dans les autres parcs et jardins, voilà, de Paris. Donc c'était une manière pour pouvoir tester différentes technologies qu'on pouvait installer dans les futurs parcs et jardins. Voilà. Ok, Je te laisse la main. merci. Pour l'ULOR, c'est l'éclairage qui est au-dessus de l'horizontale, pour préciser. Donc pour le protocole, plus en détail, donc on a suivi 7 luminaires. En fait, c'est 7 jeux de luminaires. C'était des triplés en fait de 3 luminaires. On a disposé 5 enregistreurs qu'on a fait tourner en fait sur le site en fonction de ce qu'on voulait regarder et en fonction de ce qu'on voulait regarder. Et on a fait ça pendant d'avril à octobre de 2018 à 2019. Donc on a plus de 10 000 heures de fonctionnement au cumulé, quoi. Donc c'était beaucoup de données à traiter. C'était tout en passif, il n'y avait pas de détecteur actif, c'était tout avec des SM4 qu'on a en fait positionné dans des coffrets métalliques à hauteur du luminaire, donc vraiment le plus proche possible de la source lumineuse. Et le micro en fait était quand même assez directionnel parce qu'on a mis une protection pour éviter que, vu qu'on le laisse longtemps, éviter que les intempéries puissent
abîmer en fait les capacités de détection. Alors voilà quelques unités de mesure pour faire un petit point, juste la pollution lumineuse, comme l'avait dit Raphaël, il y a une question d'intensité, mais il y a une question de nature de lumière, entre guillemets, de composition de la lumière. Donc sur son abscisse, vous avez donc la longueur d'onde et en ordonnée en fait l'intensité entre guillemets. Et donc vous voyez par exemple que des LED blanches à 3000 Kelvin, donc c'est un blanc pas froid mais quand même mais relativement froid. Un blanc à 3000 Kelvin, c'est relativement chaud, pardon, c'est un peu plus chaud. Du coup, on voit que le taux le bleu qui a été mesuré, donc ça, c'est des valeurs qui ont été mesurées sur le terrain, il est relativement bas par rapport aux composantes rouge, jaune, verte. À l'inverse, une LED qui a 4000 Kelvin, c'est quand même des couleurs blanches assez froides. Donc, il faut savoir qu'à peu près le soleil au zénith, en termes de rendu colorimétrique, il me semble que c'est autour de 6 ou 8000 Kelvin de mémoire. Donc 4000 Kelvin, c'est quand même un blanc relativement froid. Et enfin, on a les lampes MHP. Donc c'est des lampes à mercure haute pression. Donc d'après la bibliographie et les différents retours d'expérience, c'est ce qu'il y a de plus attractif et pour les insectes et aussi pour les chauves-souris du coup. Donc par rapport aux résultats, donc 10 000 heures de fonctionnement. On a eu de la pipistrelle commune en grande majorité, donc ça c'est sans surprise. De la pipistrelle de Natulus un petit peu, 832 contacts quand même sur 2 années de suivi. De la pipistrelle de Cul en grande majorité aussi. Enfin grande majorité non, mais quand même en proportion qui était assez surprenante. Une noctule commune, un contact, et quelques contacts de noctules lesliens. Donc quand on disait que c'était marginal, c'est sur 2 ans de suivi, on a eu quand même très peu de contacts de noctules. Donc là, je ne mets pas tous les contacts qui ont été déterminés en sérotules aussi. Donc je vais vous présenter le protocole 1. Le protocole 1, en fait, on a choisi 3 placettes au sein du square. Donc les protocoles que je vais vous présenter, c'est des protocoles qui ont été designés par Laureline et Julie Powells. Voilà, qui travaillait pour Odyssée et le Muséum dans le cadre d'une thèse à ce moment-là. Donc, on a testé 3 niveaux d'éclairement qui ont été programmés. Donc, on verra que c'est pas forcément la programmation n'est pas forcément l'éclairement qui est mesuré sur le terrain. Donc, on a testé un éclairement dit pas 5 lux, bien qu'on sait qu'au final 5 lux c'est quand même relativement élevé. 9 lux, donc c'est des mesures qui ont été faites au pied du luminaire. C'est ce qui est estimé, et 16 lux. Donc c'est une rotation, une rotation tous les 2 jours lors de chaque session et une session par mois de 6 nuits d'inventaire. Voilà, en termes de pression, on est quand même sur des inventaires assez costauds. L'objectif, c'était simuler en fait une programmation d'un investissement de l'éclairement, sachant qu'on n'a pas pu descendre en dessous de 5 lux sur ce protocole-là. Donc au niveau de la pipistrelle commune, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même une tendance à l'activité moyenne. Donc on a fait 3 types de mesures. On a mesuré le taux de présence, donc c'est-à-dire en fait les nuits positives, le pourcentage de nuits où l'activité était présente par rapport au pourcentage de nuits où on a effectué des enregistrements. On a mesuré la durée moyenne entre le premier contact et le début des enregistrements, qui correspond un peu à un proxy de ce qu'a présenté Raphaël sur les graphiques horaires de l'activité, sauf que comme on a fait des mesures entre avril et octobre, l'heure du coucher du soleil varie forcément au cours de l'année, donc ça permet d'avoir en fait, nous ce qu'on voulait savoir, c'est s'il y avait un retard de l'activité, si l'activité était plus tardive ou plus précoce en fonction de comment on changeait l'éclairage. Et puis l'activité moyenne, les nuits de présence, donc on a retiré les nuits où il n'y avait pas d'activité, on a regardé vraiment que les nuits où il y avait l'activité, on a regardé comment évoluait cette activité en nombre de contacts par heure, donc pas en minutes positives. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait un résultat significatif, alors faiblement significatif, mais faiblement significatif quand même de l'activité moyenne, pas du taux de présence, pas de l'activité par rapport à l'heure, mais de l'activité quand les espèces sont là, elles sont plus fortes quand l'intensité est plus forte. Alors, pour les pipistrelles de Cul et de Natulus, on n'a pas observé vraiment de tendance sur ce protocole-là. Donc voilà, on a eu vraiment une réponse très claire, relativement claire pour la pipistrelle commune uniquement, par rapport à la baisse d'éclairement. On a testé ensuite la détection de présence.
Donc on a testé deux modalités, allumé réduit et allumé éteint. Allumé réduit, en fait, on passait du coup d'une puissance, donc en fait on faisait de l'abaissement de puissance. Et allumé éteint, c'était on éteignait quand il n'y avait pas de détection de présence. Donc on a fait une simulation en fait avec des plages de fréquences régulières, comme s'il y avait des passages réguliers de personnes. Ce qu'on a observé pour les pipistrelles communes, on n'a pas eu de résultats très significatifs statistiquement. Par contre, on a une tendance quand même à une baisse de l'activité quand on met en place de la détection de présence quand elles sont présentes. On regarde les nuits où il n'y a pas de contact. Donc il semble qu'il y ait quelque chose, mais statistiquement, on n'a pas pu vraiment le faire ressortir. Et pour les pipistrelles de Culnatusus, c'est le taux de présence qui a tendance à augmenter quand on met de la détection de présence allumé, éteint. Voilà. Donc une hypothèse, c'est qu'effectivement, il y a peut-être peut-être qu'il y a moins d'effarouchement par la lumière. Voilà. Donc ça, c'est pour la détection de présence. Donc des résultats pour la pipistrelle de Culnatusus, un petit peu pour la pipistrelle commune, mais quand même un peu plus de résultats que pour l'abaissement du niveau de l'intensité d'éclairement. Et ensuite, on a testé l'extinction du square total, c'est-à-dire que on-off. On a pu mettre ça en place au sein d'un square vraiment en pleine métropole, enfin en plein centre urbain très dense. C'est vraiment une expérience qui est assez intéressante et je pense qu'il sera difficile à renouveler. Mais qui, je l'espère, pourra l'être. Donc, ce qu'on a observé, c'est que quand on a éteigné, il y avait moins d'activité de pipistrelles communes, globalement, avec un petit peu de significativité, mais encore très peu. Et pour les pipistrelles de Culnatusus, par contre, on a vraiment une réponse assez franche en termes de taux de présence, d'heure du premier contact et d'activité. A priori, quand même, l'activité serait plus tardive quand le square est éteint. Elle serait beaucoup moins active quand elles sont actives en moyenne et elle serait beaucoup moins présente aussi. Voilà. Donc globalement, moins d'activité en fait globalement quand on éteint le square. Donc une réponse là pour le coup quand même beaucoup plus franche de la part de la pipistrelle commune comme de la pipistrelle de Culnatusus. Ah oui, je l'ai pas dit au début, mais on a regroupé Culnatusus parce qu'on avait pas mal de contacts qui étaient on les a regroupés dans le même groupe, quoi. Et pour faire le bilan, donc, globalement, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que le niveau d'éclairement, quand on fait de la baisse de puissance, il y a des tendances de résultats, mais c'est vraiment, c'est très peu, comment dire, léger. Quand on met de la détection de présence, il y a quand même certaines choses qui ressortent, notamment au niveau de la pipistrelle de Cul et de Natusus. Et l'extinction, par contre, on a vraiment des résultats qui sont assez, qui vraiment au sein d'un square, donc vraiment avec très peu de diversité spécifique, avec une activité qui peut être relativement faible par rapport à d'autres espaces. On a quand même des résultats qui ressortent vachement. Et pour les sérotines noctules, et pour les sérotines noctules, donc on a eu très peu de contacts, mais en fait tous les contacts qu'on a eu quand on a mis en place le protocole d'extinction, c'était lors de l'extinction en fait. Donc voilà, apparemment il y a quand même un effet sur les sérotines noctules de l'extinction. Du coup, merci de votre intention. J'ai dû aller un peu vite sur la fin. J'espère pouvoir me rattraper sur les questions pour détailler un peu plus les résultats si j'ai pas été assez clair. Merci de votre attention. Merci, Johan. Alors, on a une question de Charlotte Romer qui demande si vous prévoyez de regarder ce qui se passe au niveau des insectes sur ce square en fonction de la lumière. Eh c'était un projet et ça, en tout cas, nous pour l'instant, c'est pas prévu de le faire. Mais oui, c'était un projet, mais pour l'instant, non, c'est vraiment pas lancé, quoi. Mais ce serait Oui. nous, en tout cas, on l'a proposé dans les perspectives. Tout à fait. Et il y aura quand même normalement la ville de Paris qui devrait, elle fait quand même des inventaires assez régulièrement. Donc, elle avait fait un en amont pour le square, donc elle en refera un autre pour le square. De toute façon, Oui. au moins ça.
Oui, et c'est une bonne remarque de Charlotte d'ailleurs parce qu'en fait sur le square et c'est aussi ça qui est intéressant hein, par rapport à l'étude de Raphaël, c'est qu'au square je pense que en fait les résultats qu'on a eu c'est lié beaucoup à une activité de chasse en fait ce qu'on a eu c'est que moins il y a d'éclairage globalement moins il y a d'activité parce qu'il y a moins d'insectes en fait qui sont attirés par la lumière. Ce qu'on a vu sur la détection de présence, il y a moins d'insectes, il y a une publication récente là qui est sortie là-dessus très intéressante où la détection de présence réduit la quantité d'insectes et l'activité, bah, finalement, on a eu les mêmes résultats au square René Le Gall, sans savoir ce qui se passait pour les insectes. Et du coup, avec Raphaël, je pense ce serait intéressant de voir ce qui se passe au niveau du transit des espèces. Au square, au niveau du transit, du coup, on n'a pas pu trop regarder ce qui se passait. Alors, oui, on a deux autres questions. Donc, une de Raphaël Colombo qui demande comment vous gérez l'influence des autres sources lumineuses autour de votre zone d'étude, Ouais. qui Alors, a priori sont nombreuses. ouais, oui, Oui, c'était oui, un oui, très bah, très gros problème, ça. ouais. Et puis en plus, alors il y a la lumière, comment dire, zénitale, donc en fait l'effet du halo lumineux, et il y a la lumière directe par l'éclairage en fait de la voirie et des commerces, etc. Donc c'est effectivement, ça c'est quelque chose qui est assez difficile à, comment dire, à impacter le traitement des données. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures au luxmètre. Quand je dis nous, en fait, c'est Laureline avec, je ne sais plus qui à l'époque avait fait ça, mais du coup, c'était des mesures au luxmètre au pied des luminaires avec plusieurs passages et on a fait une moyenne de la lumière mesurée, de l'éclairement mesuré, pour voir en fait s'il y avait une corrélation entre l'éclairement qui était mesuré et l'éclairement qui était programmé. Et nous, dans notre étude, on a montré qu'il y avait une forte corrélation entre l'éclairement qui était mesuré et l'éclairement qui était programmé. Mais l'éclairement qui était, mais dans l'absolu, c'était pas exactement les mêmes valeurs, mais il y avait une forte corrélation. Merci. Et alors, on a une question de Sarah Fourasté qui souligne que ce serait intéressant à tester avec un niveau d'éclairement inférieur à 5 lux. Oui, Ouais, alors, alors, ouais, on ouais. est complètement d'accord, hein. En fait, on est parti aussi sur ce 5 lux, car on a des niveaux d'éclairement à assurer en fait dans les parcs et jardins pour la circulation. Et en fait, le minima est de 1,5 lux, mais les moyennes sont de 5 lux demandées. Donc en fait, c'est pour ça qu'on était parti sur ce minima-là. Ouais, c'est le minimum autorisé entre guillemets au sein d'un square et c'est intéressant pour ça d'avoir parce que là on est vraiment dans un contexte vraiment parc urbain très urbain et du coup on va faire le parallèle avec ce que fait et ce qu'est en train de faire Raphaël, c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte complètement opposé pour le coup. Alors là, il y a d'autres questions qui apparaissent, donc on ne va pas pouvoir toutes les prendre. On va prendre une dernière question, mais on les transmettra bien sûr aux intervenants. Donc, c'est une question de Sébastien Weschmal c'est une question plutôt générale sur les Mmh. éclairages. Est-ce que vous pensez qu'une hausse ou baisse d'activité est nécessairement une bonne ou une mauvaise chose suite à l'extinction des lumières? Ça dépend, c'est là en fait où c'est-à-dire que en fait, faut essayer l'activité finalement ça veut dire pas mal de choses, ça peut être une activité de chasse, ça peut être une activité de transit, ça peut vouloir dire plusieurs choses et il faut je pense aller un peu plus loin que juste le nombre de contacts Mmh. ou le taux de présence ou quoi. Il faut essayer de voir un petit peu la nature de l'activité et voir un petit peu la fonctionnalité écologique en fait derrière ce qui se passe. C'est-à-dire que par exemple, nous, dans le cas de notre square, c'était une activité qui était quand même beaucoup liée à de la chasse et à de la capture de proies. Donc au final, on peut se dire que moins il y a d'activité, bah, plus c'est éclairé, plus il y a d'activité, bah, c'est pas bien parce qu'en fait, ça veut dire que globalement, plus il y a d'insectes, bah, déjà, il y a un effet sur les insectes qui, à long terme, va avoir un effet sur le square. Et Mmh. ensuite, bah, il y a simplement de la compétition entre les espèces et pour les chauves-souris, en fait, comment dire, le fait qu'elle, là, j'apprends rien à personne, mais comme elle se déplace en acoustique, s'il y a trop de compétition, ça peut créer voilà, des perturbations et voilà, c'est particulier. Donc ça dépend vraiment en fait de comment de la fonction qu'on met derrière activité, je dirais. Merci Johan, merci Laureline.